Notre histoire nous conduit ce soir à Mannheim, petite ville de Pennsylvanie. Claire Helena Miller est née le 14 mai 2007. Elle est la fille de Mary et Mark Miller. Elle a une sœur de 5 ans, son aînée Hélène. La famille Miller est à peu de choses près la famille de tout le monde. La fille aînée Hélène est atteinte de paralysie cérébrale depuis sa naissance. La jeune femme de 19 ans est installée dans un fauteuil roulant adapté. Elle n'a jamais pu jouir des plaisirs simples de la vie, comme les autres. Sa condition nécessite des soins et une attention particulière. Hélène ne peut pas manger ou s'habiller toute seule. Ses parents redoublent de vigilance à son égard. Et quand on voit ça, c'est là qu'on peut se dire qu'on a tous de la chance. Moi je dis souvent pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, Alhamdulillah, Alhamdulillah, merci pour tout ce que j'ai. Je vous promets, je vais pas faire la morale ou quoi que ce soit ici, mais parfois on se rend pas compte que les choses les plus simples, marcher, parler, écouter, courir simplement, c'est incroyable. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance ou qui ont perdu cette chance. Donc je trouve que c'est important de rappeler un peu tout ça. Donc comme je le disais, ses parents s'occupent d'elle et redoublent d'efforts à son égard. Surtout que la jeune femme est non-verbale, donc ne parle pas. Malgré ça, Hélène parvient à communiquer avec son entourage. Elle sait dire non en secouant la tête et émet un son pour dire oui. La jeune femme est apparemment réputée pour son sens de l'humour. Une chose est certaine, un sourire illumine son visage presque tous les jours. Hélène est scolarisée dans une école spécialisée de Philadelphie. Marie la conduit le lundi, tandis que Mark la ramène à la maison le vendredi. Pendant ce temps-là, Claire est scolarisée à Lancaster Country, une école privée. C'est une élève brillante et très investie. Elle est la coprésidente de sa classe en 5e, puis en 4e. Je pense que ça doit vouloir dire qu'elle était déléguée. Donc une élève modèle qui voulait prendre les devants. Et à côté de ça, t'as un mogo qui ne pensait qu'à manger et acheter des cookies dans la pause du midi pour les laisser dans son sac. Et je peux vous dire que ça sentait le cookie dans toute la pièce. C'est une vraie anecdote. J'ai vraiment fait ça quand j'étais au collège étant plus petit. J'avais une quinzaine de cookies. Je peux vous dire que je sentais la boulangerie. Un véritable morphale ambulant. Dès mon plus jeune âge. Bref, tout le contraire de la brillante Claire. Elle était carrée. C'était un modèle et elle était très intelligente. L'adolescente met un point d'honneur à réussir. Elle déteste quand ses parents l'appellent pour manger alors qu'elle est dans ses devoirs. Claire ne souhaite pas non plus se laisser surprendre par les exposés à réaliser. Dès qu'elle a connaissance de la date butoir, elle se met aussitôt à travailler. Claire va gagner une bourse d'études en 2020. Il s'agit de la récompense pour avoir le mieux illustré l'honnêteté, le respect et la responsabilité. Les capacités de l'adolescente sont reconnues, et pas seulement par les élèves. D'ailleurs, elle n'est pas du genre à se vanter de ses bons résultats. Elle préférait rester humble. La jeune fille se met énormément la pression pour être parfaite. La situation est telle que le couple Miller est obligé d'intervenir auprès du conseiller d'orientation. Ils veulent que le professionnel incite Claire à lâcher du lest. On est rendu à un stade où les parents sont moins convaincants qu'un conseiller d'orientation. C'est dire à quel point Claire était déterminée dans ses projets. D'un autre côté, Claire a des occupations bien de son âge. À l'ère des réseaux sociaux, elle a ouvert un compte TikTok du nom de Spirit and Search Consulting. Pour traduire mot à mot, ça fait esprit et autres trucs. C'est tout de suite un peu moins beau quand c'est traduit en français. Donc elle va tomber sur cette horrible application qu'on appelle TikTok. Ce truc hyper addictif que quand t'as lancé l'application, tu vas rester dessus pendant des heures. Ah mais c'est terminé TikTok, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui m'étonnerait quand même un petit peu, c'est hyper addictif. Régulièrement, elle partage des vidéos où elle danse. Sinon, elle met en scène son quotidien. Sa régularité lui permet de construire une communauté de plus de 21 000 abonnés. L'adolescente aime également jouer à des jeux vidéo et regarder des films d'horreur. Si on imagine la relation entre Claire et son aîné complexe, il n'en est rien. Claire participe activement aux soins, soutenant ainsi ses parents. Dès que des amis de l'adolescente viennent à la maison, Hélène fait partie du groupe. Elle n'est pas laissée de côté par sa petite sœur. Hélène et Claire sont régulièrement prises en photo ensemble. Les clichés sont partagés sur les réseaux sociaux. Claire a d'ailleurs la ferme intention de vivre avec Hélène à la fin de sa scolarité. Mais tout le monde sait que ces paroles forment un rêve inaccessible. Le quotidien de Claire semble sain aujourd'hui, mais cela n'a pas toujours été le cas. L'adolescente a subi malheureusement du harcèlement au collège. Alors qu'elle était en 6e, une personne se faisait passer pour son ami, la maintenait sous son contrôle. L'individu en question critiquait à la fois sa capacité à se faire des amis,
jusqu'à ses vêtements. La situation va durer une certaine période. Il faudra attendre que le harceleur déménage. L'adolescence est également un âge où on se questionne sur tous les sujets. Claire ne fait pas exception. À 13 ans, elle exprime ses doutes sur son identité de genre. Elle va se confier à son père. Claire se sent destinée à être un garçon. Le mal-être de la jeune fille se déclare aussi dans des gestes malencontreux envers elle-même. Le couple Miller n'ignore pas le mal-être de leur fille. Marie va se rapprocher du pédiatre de Claire, ainsi que de son école, pour en discuter. La mère de famille est redirigée vers un thérapeute. Plusieurs séances ont lieu. Le professionnel estime, à l'issue de ces entrevues, que Claire se porte mieux que la plupart de ses autres patients. La pandémie de 2020 met un terme aux consultations de Claire. Le 22 février 2021, les autorités de Mannheim sont contactées tôt dans la matinée, vers 1h du matin. L'interlocuteur n'a pas besoin de poser de questions sur l'objet de l'appel. Une petite voix à l'autre bout du fil va dire « Je viens de tuer ma sœur ». Elle renseigne également son adresse afin que la police s'y présente. Un véhicule traverse la ville en direction de la maison concernée. La neige a pris possession de la ville depuis plusieurs jours. Il fait un froid glacial. Pourtant, une jeune fille les attend sur le perron de la maison. Elle leur fait d'ailleurs signe. Elle est là en pyjama. Alors que les policiers se stationnent, les phares du véhicule nous montrent l'apparition. L'adolescente est couverte de sang. Son visage, ses vêtements, ainsi que la neige autour d'elle sont également imprégnés. La scène est effrayante. La personne que l'on voit s'est lavé les mains dans la neige. La jeune fille qui se présente sous le nom de Claire se lève. Sa sœur Hélène se trouve dans sa chambre. Elle assure l'avoir poignardée. Elle conduit les agents dans la maison jusqu'à la pièce concernée. L'adolescente laisse le soin aux policiers de découvrir la scène d'horreur. Une jeune fille se trouve dans son lit, un coussin sur elle. Quand on aperçoit son visage, c'est encore plus terrifiant. Âme sensible, je vous préviens, faites attention. La victime a un couteau planté dans le cou, littéralement planté dans son cou. Les draps et le lit de la jeune femme sont gorgés de sang. Comme je vous l'ai dit, la scène est horrifique. Les secours sont directement prévenus et un massage cardiaque est lancé. Alors que les agents tentent de sauver la vie d'Hélène, un hurlement déchire la pièce. Les parents sont loin de se douter de ce qui se passe. Ils viennent tout juste de se réveiller. L'agitation dans la maison les a tirés de leur sommeil. Ils comprennent en voyant l'état de leurs deux filles ce qui vient de se passer. Le ciel leur tombe littéralement sur la tête. Les secours débarquent à leur tour chez les Miller. Le personnel médical va prendre le relais. Ils vont tout tenter pour réanimer la jeune femme qui est blessée. Mais toute tentative sera vaine. Hélène est déclarée morte vers 4h13 du matin. Les agents de police arrêtent l'adolescente. Elle est conduite au poste pour interrogatoire. Claire n'est pas vraiment impressionnée par ce nouvel environnement. Elle avoue avoir poignardé sa sœur sans que cela ne lui provoque une quelconque émotion. La jeune fille est même fière de son geste. La sonnerie d'un téléphone retentit alors qu'elle se retrouve en cellule. Elle reconnaît la musique du film à succès Halloween. L'adolescente adore les films d'horreur et celui-ci fait sens avec son propre geste. « J'ai Michael Myrcisé, ma sœur », c'est ce qu'elle va dire. Elle fait référence au tueur du film en question, individu qui tue sa sœur aînée en la poignardant. Cette histoire est totalement glauque. En arriver là pour avoir regardé des films d'horreur, c'est totalement flippant. Un peu plus tard dans la journée, on lui sert à manger. Un menu de chez McDo. Claire a de nouveau une réplique toute trouvée. « Si j'avais su que je mangerais du McDo, j'aurais tué quelqu'un beaucoup plus tôt. » Claire est envoyée directement à la prison d'État de Muncie, le temps de l'instruction. L'autopsie de la victime va révéler beaucoup de choses. Hélène a reçu de multiples coups sur diverses parties de son corps. La jeune femme a été atteinte à la tête, au cou et à la poitrine. La nouvelle du meurtre provoque une onde de choc dans la communauté. Des policiers aux personnes proches de la famille. Le chef de la police du canton est lui-même touché par cette affaire. Je ne sais pas si j'ai déjà participé à quelque chose d'aussi triste. Quand j'ai entendu parler de cela, j'ai été presque instantanément bouleversé à ce sujet. J'ai été moi-même choqué sur les détails qui m'avaient été liés. C'est ce qu'il va déclarer à ABC 27. L'enquête se poursuit afin de comprendre ce qui a pu mener à la tragédie. L'entourage de Claire est interrogé, notamment le personnel de l'école. Le directeur de l'école où la jeune fille était scolarisée ne cache pas sa stupéfaction. Il assure que les membres de l'établissement se retrouvent eux-mêmes en deuil. Le personnel souhaite apporter son soutien à la famille, mais également aux élèves ainsi que leurs proches. Les enquêteurs s'intéressent également aux réseaux sociaux de la jeune meurtrière. Le compte TikTok de Claire
démontre une part un peu plus mystérieuse, voire sombre. La jeune fille diffuse des vidéos populaires et d'autres assez étranges. Il lui arrive de se moquer de son père, révélant certains de ses propos entendus dans le cercle privé. Elle poste également du contenu pouvant faire référence à des jeux vidéo très violents. On se dit alors que Claire n'a pas mesuré les conséquences de tels partages. Il nous arrive à tous de regretter des réflexions ou des messages écrits sur les réseaux sociaux. Cependant, 2 vidéos vont attirer l'attention des enquêteurs. La première montre un gant en latex blanc posé sur la neige. L'accessoire est teinté par endroits de liquide apparaissant comme du sang. La seconde vidéo met en scène une girafe en peluche également dans la neige, reposant contre un arbre. La peluche est imbibée de ce qui semble être aussi du sang. La vision est morbide. Les abonnés n'ont aucun contexte, que ce soit pour le gant ou la girafe. La situation de Claire est rendue difficile compte tenu des lois de l'État. La Pennsylvanie est très stricte concernant la question des homicides. Que ce soit l'âge de la personne reconnue responsable, elle se retrouve obligatoirement incarcérée dans une prison pour adultes. La sentence peut aller jusqu'à la peine de... Vous avez compris. On va éviter de dire certains mots parce que YouTube me censure. Donc on va faire un petit peu attention. L'âge de Claire joue cependant en sa faveur. Elle ne peut pas être condamnée à la peine capitale car elle a moins de 18 ans. La perpétuité n'est pas non plus envisageable. Claire recevra obligatoirement une condamnation avec une possibilité de libération conditionnelle. La défense de la jeune fille lance une procédure pour que le dossier soit transféré dans un tribunal pour mineurs. Cela laisse entendre une possible réadaptation de Claire au sein de la société. Claire pourrait retrouver la liberté à 21 ans, mais la demande sera rejetée. D'ailleurs ici, j'ai une question à vous poser parce que je suis assez curieux. Selon vous, est-ce qu'elle mérite d'être en liberté et d'avoir une seconde chance? Pour vous, quelle est la meilleure solution? L'enfermer dans une prison à vie ou pendant une lourde peine, estimation genre 30 ans, ou elle fait juste 1 an ou 2 ans en guise de punition et elle peut re-rentrer en société et on lui apprend comment être une personne normale finalement. Je sais pas, mais la question de la prison pour un meurtrier, ça pose souvent débat. Certains voudront la peine de... Voilà, ça va dans les extrêmes, et d'autres voudront la libérer parce qu'elle était mineure. J'attends vos avis et tout ce que vous en pensez dans les commentaires. L'adolescente fera face à un tribunal pour adultes. Derrière les barreaux, Claire fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Les psychiatres Suzanne et Anela ont des conclusions similaires. Claire a souffert d'hallucinations visuelles et auditives. L'adolescente donne des détails au sujet des voix qu'elle entend. L'une d'elles est masculine et l'autre féminine. Si la première est présentée comme douce, gentille, la seconde se révèle malveillante. Les 2 voix se contredisaient. C'était un genre de conflit l'une avec l'autre. Le soir des faits, la voix féminine l'incite à s'attaquer à elle-même. Claire se serait rendue à la cuisine afin de s'emparer d'un couteau. La jeune fille demeure hésitante pendant un instant, mais finalement, elle décide de retourner le couteau vers l'hallucination malveillante. La vision du sang d'Hélène aurait fait revenir Claire à la réalité. La jeune fille s'était rendue dans la chambre de sa sœur. C'est finalement Hélène qui a subi l'attaque de sa sœur. Selon le docteur Suzanne, Claire était en état de psychose en poignardant sa sœur. Et cette explication est tout à fait plausible. L'adolescente avait 14 ans au moment du meurtre de sa sœur. Son cerveau n'est pas encore totalement développé. Claire est placée sous médicaments afin de contrôler ses hallucinations. Elle répond favorablement au traitement, lui permettant de vivre normalement. Mais d'autres expertises vont contredire les premiers rapports. Le docteur John O'Brien réalise une contre-expertise pour le compte de l'accusation. Il est moins confiant quant à la quantité d'éléments à sa portée. Cependant, il révèle que de nombreuses personnes du corps médical ont côtoyé Claire depuis les faits. La meurtrière n'apparaît pas comme une personne atteinte de troubles psychiatriques. Bien au contraire, elle mène un quotidien plutôt normal en prison. Après, si elle est déjà sous traitement, c'est plutôt logique qu'elle se comporte normalement. Le couple Miller se trouve dans une position délicate. Ils ont à la fois perdu leur fille aînée, mais ils ne veulent pas abandonner leur cadette. Marie et Mark ont eux-mêmes fait l'expérience de certaines hallucinations de Claire. Le père de famille l'a un soir entendu parler dans sa chambre. Il pensait que sa fille était au téléphone et lui a ordonné de raccrocher. Claire lui répond qu'elle n'a pas le téléphone avec elle. Un autre jour, Mark entend sa fille en pleine discussion. Il sait qu'il n'y a personne d'autre que lui et elle dans la maison. Mark demande des explications à Claire. Cette dernière lui répond qu'elle est en pleine conversation téléphonique. Mais le problème, c'est que Claire n'a pas de portable et le téléphone de la maison est posé dans la cuisine.
Marie et Marc sont sûrs d'une chose. Ils ne souhaitent pas que leur fille cadette soit condamnée pour le meurtre de sa sœur. Ils aiment Claire autant qu'ils aiment Hélène. Nous ne voulons pas qu'elle soit punie, qu'elle ne reçoive pas d'aide et qu'elle soit envoyée à l'ombre pour longtemps pour quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas. Nous ne pouvons pas la perdre. Les suites de l'affaire ont de sinistres conséquences. Le compte TikTok de Claire va gagner en abonnés. La fascination pour la jeune meurtrière a gagné les internautes. D'autres personnes ont un autre regard sur cette affaire. Le compte est signalé pour une infraction des règles de la plateforme. Les vidéastes n'ont en effet pas le droit de suggérer ou faire preuve de violence. Le réseau social finit cependant par supprimer le compte de la jeune fille. Le 16 avril 2021, la jeune fille comparaît depuis sa prison face au tribunal via un lien vidéo. On rappelle que nous sommes encore à l'ère de la fameuse pandémie de 2020. Claire est représentée par maître Robert Bayer. L'avocat de la jeune fille déclare que sa cliente ne souhaite pas d'audience préliminaire. C'était plutôt une bonne chose pour la justice. Un procès aura bien lieu sans qu'une audience ne soit nécessaire pour le déterminer. On y retrace les faits avec tous les éléments connus afin de savoir si cela peut le permettre. Un procès s'ouvre 2 ans après les faits. Le tribunal est présidé par le juge Jeffery. Claire est sur le point de fêter ses 16 ans. Elle est incarcérée depuis la nuit des faits. Elle peut compter sur le soutien de ses parents, présents pour l'épauler. Claire doit faire face à de graves accusations. Les rapports d'expertise, survenus après le meurtre de sa sœur, se contredisent. L'adolescente est décrite comme une jeune fille à la santé mentale fragile ou une personne machiavélique. La procureure adjointe Amy Muller n'est pas tendre avec l'accusée. Elle la décrit comme une adolescente qui avait tout, mais qui était obsédée par le meurtre. Elle s'appuie sur des conversations entre Claire et un ami. La jeune fille indique la volonté de faire du mal à quelqu'un. Hélène était malheureusement une victime toute trouvée. Elle ne pouvait ni se défendre ni appeler à l'aide. L'avocat de la défense a une autre vision des faits. Claire souffrait depuis un certain temps d'hallucinations. Elle aimait sa sœur plus que tout. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle commette l'irréparable intentionnellement. Depuis qu'elle est en prison, Claire est suivie par des professionnels. Son traitement a grandement amélioré son quotidien. Les témoignages vont se succéder à la barre. Les médecins estiment en majorité que l'adolescente peut réintégrer la société. Les parents de l'accusé et de la victime eux-mêmes plaident pour que Claire sorte de prison. L'accusé est à son tour interrogé face à la cour. À la question du juge au sujet de l'existence d'une maladie mentale, Claire révèle souffrir de dépression ainsi qu'un trouble psychotique. Ce dernier n'est pas encore qualifié, mais elle se trouve quand même sous médicaments. Elle ne souhaite rien ajouter quand on lui pose la question. Claire Miller plaide coupable de meurtre au 3e degré le 10 mars 2023 en raison de son état psychique. Le juge tient à s'assurer que l'accusée est pleinement consciente de ce qu'elle a dit. Le magistrat reconnaît la nature complexe de l'affaire. Il voit comment le couple Miller a parlé de leurs 2 filles. Quand Marie et Marc évoquent Claire, ce n'est pas la haine qui parle, c'est leur cœur de parents qui s'exprime. La sentence va tomber. L'adolescente est condamnée à une peine de 12 ans et demi à 40 ans d'emprisonnement. Je tiens à vous dire que c'est la première fois qu'on voit sur cette chaîne une peine de prison au 3e degré. On qualifie également cette accusation d'homicide involontaire coupable. Pour résumer, il s'agit d'un meurtre non intentionnel et non planifié. Le juge s'exprime face à la cour, en particulier à l'égard de Marie et Mark Miller. Il ne souhaite pas que ces derniers voient la sentence comme un test de loyauté. Le magistrat désire seulement que chaque partie prenne le temps de se remettre de la mort d'Hélène. Il doit également laisser le temps de faire son œuvre, de prendre le temps de guérir. Le procureur du district Heather Adams s'exprime. Elle ne remet pas en cause le problème de santé mentale de l'accusé. Cela ne va pas excuser le geste selon elle. Claire doit répondre de ses actes. La peine prend également en compte plusieurs facteurs, entre autres l'âge de l'accusé, son état mental au moment des faits, ainsi que la protection de la société. L'avocat de la défense s'exprime à l'issue du procès. Il tient un discours important concernant la santé mentale des enfants et des adolescents. Il met en avant le fait que même les enfants brillants sont pris par des maladies mentales. Ils vont toujours lutter pour s'en sortir, ce qui ne sera pas forcément visible par leur entourage. L'avocat invite les adultes, les parents et les amis, ainsi que les professionnels, à être attentifs aux signaux. Le simple changement de comportement peut se révéler significatif. On se retrouve pour la conclusion de notre affaire. Et autant vous dire que ça fait réfléchir. Et comme je vous ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que selon vous, cet enfant doit aller en prison, oui
ou non? J'ai hâte d'avoir vos avis et pourquoi vous pensez ça. Claire Miller était une adolescente au-delà de tout soupçon. Studieuse à l'école, elle était loin du cliché de l'élève intello. Elle était appréciée par ses camarades au point de devenir la représentante de 2 classes successives. Elle passe énormément de temps à travailler, ce qui n'échappe pas à ses parents. S'ils sont fiers d'elle, ils souhaitent qu'elle se mette un peu moins de pression. La jeune fille a un rôle important au sein de sa famille. Elle vient en aide à ses parents pour prendre soin de sa grande sœur, Hélène. Cette dernière, atteinte de paralysie cérébrale, doit être constamment prise en charge. Claire aide à lui donner à manger ou à la déplacer dans la maison. Elle l'inclut également dans son cercle social. Mais Claire n'en demeure pas moins une adolescente. La jeune fille a des passe-temps bien de son âge, comme son compte TikTok. Elle se met en scène et gagne des abonnés. Mais elle ne s'arrête pas là, elle souhaite beaucoup plus. Des vidéos étranges feront alors surface, montrant des objets tachés de ce qui semble être du sang. L'horreur prend place la nuit du 22 février 2021. Claire va avouer avoir tué sa propre sœur au 911. L'adolescente était prise par des hallucinations. Elle voulait s'en prendre à l'une d'elles, mais c'est finalement sa sœur aînée qui le paiera de sa vie. Elle sera condamnée pour son acte. Et il est possible que Claire passe la majeure partie de son existence derrière les barreaux. Mes condoléances vont aux parents et à l'entourage d'Hélène. Ici, je n'imagine pas à quel point le choc a dû être terrible face à la perte de la jeune femme. Découvrir que son enfant est mort de la main de son autre enfant, c'est une douleur sans nom. Mais malgré ça, ils comprennent que l'état mental de leur fille a joué dans le meurtre. Les parents ne veulent pas qu'elle soit emprisonnée et qu'elle soit libérée. Mes amis, cette histoire est déjà terminée. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici et d'être toujours aussi nombreux. Merci encore pour tous vos messages qui me font très chaud au cœur. Je vous remercierai jamais assez. Comme d'habitude, pour plus de Mogo, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Insta Mogota Sama. Sur ce mes amis, je vous dis à vendredi prochain 17 h pour une nouvelle vidéo.